Bonsoir à tous. Le prix des fruits et légumes s'envole. À l'inverse, le prix des œufs dégringole. Pourquoi cette volatilité, comme on dit? L'agriculture est-elle trop mondialisée? Payons-nous aujourd'hui nos aliments trop chers ou au contraire, pas assez chers? Et puis savons-nous exactement ce que nous mangeons? L'étiquette d'un produit dit-elle toujours la vérité à 100%? Comment font les producteurs pour contourner les normes sanitaires? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Arnaque, malbouffe et inflation. Alors, pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Perico Légas. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef gastronomique à l'hebdomadaire Marianne. Vous venez de signer d'ailleurs un dossier spécial sur la rivalité entre les grandes surfaces et les petits commerces. Et puis je rappelle votre émission, La Bonne Étape de Perico Légas sur TV Tour. Nous accueillons également Christian Jacquiot. Bonsoir. Vous êtes économiste et expert comptable, auteur des coulisses de la grande distribution, c'est chez Albin Michel, ainsi que les coulisses du commerce équitable. Là, c'est publié aux éditions Mille et une nuits. Pascal Ebel, bonsoir également. Vous êtes économiste et directrice du département consommation du CREDOC. C'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Votre dernier ouvrage s'intitule La révolte des moutons, les consommateurs au pouvoir. C'est aux éditions Autrement. Et puis enfin, nous accueillons Angélique Delahaye. Vous êtes maraîchère en Touraine. Bonsoir. Vous avez été présidente des producteurs de légumes de France et actuellement vous présidez l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes frais. Alors Angélique Delahaye, puisque vous faites les marchés dans la région de Tours. Il y a eu cette étude qui est à l'origine de C'est dans l'air, cette étude de la famille rurale de France pour la Croix, qui montre que sur un an, les légumes plus 17%, les fruits plus 14%. Vous confirmez, vous avez augmenté vos étiquettes de ce niveau-là? Alors il faut peut-être relativiser les choses. En tous les cas, c'est une étude qui a été faite à date constante et on peut expliquer cette augmentation par plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'elle a été faite à date constante. Or, cette année, en France, nous sommes en retard de production avec des rendements beaucoup plus faibles que d'habitude liés à un printemps humide, froid, avec des manques de lumière, donc des productions qui ont été mises très en retard en culture. Quand on arrive comme ça en début de saison, en règle générale, les produits sont un peu plus élevés parce que, en plus, au mois de juillet, il s'est mis à faire très beau et tant mieux pour tout le monde. Donc la consommation a augmenté, mais la production française n'était pas au rendez-vous. Et comme en matière de fruits et légumes, les prix se font par la rencontre de l'offre et de la demande, un peu comme à la bourse, eh bien, comme il y avait peu d'offres et beaucoup de demandes, les prix ont tout simplement augmenté. Mais la production arrive là et donc les prix vont redescendre. Ah, parce que la production arrive en retard, c'est-à-dire elle arrive massivement en août plutôt qu'en juillet. Tout à fait. Donc la courgette plus 32%, il y avait peu de courgettes en fait en juillet, peu de oui, courgettes puis à vendre. La courgette est un produit qui se ferait de moins en moins en France parce qu'il est extrêmement gourmand en main-d'œuvre et on n'a pas toujours la ressource de main-d'œuvre pour récolter ce type de produit. C'est un produit très exigeant. Il faut récolter 7 jours sur 7. Alors, autre chiffre qui ne va pas vous faire plaisir, Angélique Delahaye, toujours dans cette étude, on montre qu'un panier moyen, on achète des fruits et légumes. On va chez le hard discounter, on en a pour 43 €. On achète exactement les mêmes fruits et légumes dans la grande distribution, 52 €. Et on les achète chez vous sur le marché, et bien là on en a pour 55 €. Vous vendez plus cher que... Alors, moi, je ne vends pas sur les marchés, mais peu importe, je veux bien endosser ce rôle-là. D'abord, il faut savoir que c'est une question d'échelle. Quand un grand distributeur achète un camion complet, il a un prix beaucoup plus intéressant qu'un détaillant sur un marché spécialisé. Ça fait partie des éléments d'explication. Et puis, il y a des massifications qui se font, qui sont différentes en hard discount, où l'offre est très ramassée en termes de gamme. Il y a peu de produits différents dans un hard discount, alors que quand vous allez dans une grande surface, il y en a un peu plus, et quand vous allez sur un marché de détail, là, la gamme est souvent beaucoup plus large. Perico Légas, comment expliquer que les prix soient plus chers sur les marchés que chez les hard discounters allemands ou français? Je m'inscris en faux, et c'est ce qu'il y a dans Marianne cette semaine. Nous sommes allés à Toulon, on a comparé les prix du supermarché Carrefour Mayol, dans le centre de Toulon, et puis des marchands de fruits au détail et des marchés. C'est plus cher. C'est plus cher dans la grande distribution. La grande distribution, elle est maligne parce que pendant longtemps, elle a créé des écarts de prix, quitte à vendre un peu à perte, qui a installé dans l'esprit du consommateur que c'était forcément moins cher. Aujourd'hui, elle s'aligne presque à quelques centimes près sur le prix des petits maraîchers. Mais les gens continuent à penser que c'est moins cher dans la grande distribution. En tout cas, là, concrètement, il n'y a qu'à acheter Marianne. Je ne fais pas de propagande pour mon journal, mais ce sont des chiffres à l'appui. C'est plus cher chez Carrefour que chez le petit maraîcher. Ça serait bien de casser ce cliché. Et Christian Jacquiot, au-delà du prix, est-ce que le produit est le même? Est-ce que la tomate est la même chez Carrefour
ou on va pas faire la pub, ou Auchan ou Leclerc, Je suis précis, sur le parce marché. qu'on va me dire Ah, que, vous en êtes général, précis. je suis précis. C'est la vraie question, effectivement, parce qu'on compare dans ces études des tomates, des fruits, des légumes, dans la grande distribution, dans l'art discount. Est-ce qu'on est sûr que ce sont vraiment les mêmes? Une pomme, c'est pas égal à une pomme, une tomate, c'est pas égal à une tomate, effectivement. Sur un marché, on peut avoir effectivement les deux, c'est-à-dire des tomates qui viennent d'une production maraîchère paysanne, et puis également, pourquoi pas, des produits qui sont importés, qui viennent de pays qui sont pas toujours, qui n'ont pas toujours des pratiques, j'allais dire, recommandables au niveau social ou environnemental. Donc, effectivement, il faudrait savoir quelles sont les conditions, surtout quel produit achète-t-on. Encore une fois, une tomate, ce n'est pas une tomate, ça c'est très important. Pascal est belle, les produits importés, c'est pas le même prix, c'est pas la même qualité que les produits maraîchers, enfin ça dépend. Ah oui, alors Mais vraiment ça dépend aussi des saisons, hein. Je pense Ouais. qu'on va en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes calendriers pour la production française, ça a été dit, que pour les productions étrangères. Donc en effet, il y a peut-être un peu plus de productions qui ne sont pas françaises dans les hypermarchés, mais il faut savoir que sur les marchés forains, hein, une grosse partie est aussi importée, tout n'est pas local. Donc Mais les je pense marchés, que c'est plus... souvent c'est les mêmes provenances. Hein. Il y a quand même Le des marché, provenances c'est qui sont- souvent local, tandis que la grande distribution va y avoir plus de produits d'importation. Or, comme là, on l'a dit, juillet, il y a eu peu de production locale. Forcément, c'est ce que montre cette étude. En tous les cas, en juillet, les marchés ont été un peu plus chers. Soyons clairs, l'agriculture dite industrielle, qui produit de façon intensive, elle n'est pas Ouais. soumise à la météo comme l'agriculture Voilà. naturelle, respectueuse. Nous avons de moins en moins de maraîchers en France parce que notre agriculture est en train de dépérir. Ce sont des métiers qui sont souvent tenus par des gens qui se suicident. C'est terrible. Et effectivement, moins il y en a, et plus cette qualité est fragile et respectueuse du climat, plus elle est chère par rapport aux tomates et aux fruits industriels qui sont déversés dans la grande Ce qui distribution. veut dire d'ailleurs que la saisonnalité ne joue pas, puisque quand on produit des tomates sous serre, effectivement, que l'on soit au mois de Sous janvier, plastique. ou au mois de décembre, ou au mois d'août, c'est la même chose. Avec des produits chimiques, voilà. Donc, Alors, si le prix des produits frais s'est envolé, donc c'est à cause de la météo, on l'a dit, la récolte a été mauvaise en France. Alors tout cela a fait les affaires durant ce mois de juillet aux producteurs étrangers qui disposent, 1, de gros volumes et 2, de prix bas. C'est un sujet de Laurence Aïda Diop. Ils font la moue les Français devant les étals. Et pour cause, jamais le prix des fruits et des légumes n'a été aussi élevé que cette année. Dur pour le portefeuille. Qu'on achète au marché, chez les primeurs ou en grande surface, aucun moyen d'y échapper. Quand on achète, on se dit waouh, ça coûtait 85 centimes, maintenant c'est 90. Et c'est vrai qu'au niveau de la facture totale, c'est un peu significatif. De toute façon, ça ne fait qu'augmenter. L'augmentation des prix bat des records. Plus 17% pour les légumes et près de 14% pour les fruits. Les fruits, oui, ça reste très élevé, pratiquement un tiers par rapport à l'année dernière, par exemple. Même les pommes de terre, qui sont quand même, jadis c'était l'aliment phare pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, maintenant c'est excessivement cher. La pomme de terre, mais pas seulement. Sur le podium des hausses les plus marquées, la courgette, dont le prix a augmenté de 32% par rapport à l'an dernier. Viennent ensuite la poire, avec 31%, puis la pomme, plus 30%. Tous les ans, ça augmente de toute façon. Hein. Il y a toujours une excuse. Il pleut, c'est trop sec, il fait froid, il y a toujours une excuse. Et pourtant, cette année encore, la fautive, c'est bien la météo. Cette année, la hausse importante s'explique par le climat relativement maussade du mois de mai et du mois de juin. Et donc il y a eu du retard dans les productions, des retards sur les mises à marché, donc moins de fruits, moins de légumes, ça veut dire des prix qui augmentent. Hiver glacial, printemps pourri, forte chaleur au début de l'été, de quoi perturber la croissance des plantes, faire doublement souffrir les fruits et les légumes. Ce producteur des Alpes-Maritimes a récolté 2 fois moins que l'année dernière. Sur une serre de 3000 m² comme ça de tomates, on va sortir, on va dire, entre 25 et 40 tonnes de tomates. Cette année, on va en sortir entre 10 et 20 tonnes. Voilà. Ben parce que on n'a pas eu une bonne fécondation, voilà, on se retrouve avec du petit fruit. Vous voyez, la tomate est déjà mûre, l'autre est verte. Tout est lié au climat qu'on a actuellement. Et les ménages pourraient bien en payer le prix. Selon l'étude de l'association de consommateurs Famille Rurale, le budget d'un couple avec 2 enfants qui souhaitent manger 5 fruits et légumes par jour
atteint désormais 150 € par mois. Alors pour limiter la casse et satisfaire des clients tatillons sur les prix, certains vendeurs se tournent vers les importations. Fruits et légumes étrangers inondent les étals des marchés, colonisent les rayons des grandes surfaces. Et 2 fois sur 3, ils coûtent moins cher aux consommateurs. Le kilo de fraises françaises, par exemple, coûte 2,26 € de plus qu'un kilo de fraises étrangères. Une rude concurrence. Alors, première question Internet. À qui ces hausses profitent-elles? Est-ce que les intermédiaires qui prennent un pourcentage sur le prix final, Christian Jacquiot? Bien sûr, puisqu'on parle d'un prix effectivement élevé à la production et que la grande distribution ajoute sa marge qui est un pourcentage. Donc plus le prix sera élevé à la production, plus la marge effectivement du distributeur sera importante. Elle n'est pas en euros constants, elle est en pourcentage. Donc, même si la grande distribution va quand même moins vendre, si les fraises sont hors de prix, elle va quand même moins vendre. Mais comme il n'y a pas beaucoup de produits, finalement, elle se rattrape quand même. Elle ira les chercher là où elles sont pas chères du tout. Exactement. Elle ira en Espagne, au Maroc, où elles sont produites dans des conditions absolument abominables. Elles sont très belles d'aspect. Et elle les vendra à des prix. En plus, l'écart sera tellement grand avec la fraise française qu'on dira, alors vraiment, les maraîchers français, c'est vraiment des bandits, et la fraise espagnole, elle est vraiment pas chère. Sans savoir que dedans, il y a un petit peu de cancer quand même qui est introduit. Mais Perico Légas, bon, alors là, vous... Parce que je vais vous dire, je pèse mes mots. Pourquoi est-ce que la tomate qui vient d'Espagne, elle est forcément moins bonne que la tomate... Parce qu'elle est surtraitée chimiquement, mais on le sait tous, c'est officiel, mais... Comme c'est moins cher, on ferme les yeux, on n'en meurt pas tout de suite. Vous voyez, ces maladies-là, on n'en meurt pas tout de suite. On peut quand même pas dire que nos tomates sont mieux traitées ici, quand même, pour autant. Enfin, non, ça on veut pas a dire qu'il y a aussi pas de des produits chimie en chimiques chez France. nous. Hein. Mais ça, non, je suis précis. Non, j'ai seulement dit que lorsque l'on surproduit en Espagne, c'est grâce à la chimie. Ça ne veut pas dire qu'en France, on n'en fait pas. C'est pas l'aspect local ou international, c'est le fait de produire en masse. Le productivisme intensif. Oui, alors bon, moi je suis un productiviste intensif, si vous voulez aller par là, puisque j'ai des serres en hors-sol. Ce que je peux vous dire, c'est que, nous sommes en lutte biologique intégrée, donc plus de produits chimiques. Vous n'êtes pas concerné. Mais 90% de la production française est comme ça. Mais tant mieux. Biologique? Oui, en lutte biologique intégrée. Donc vous voyez, c'est bien, au moins cette émission nous aura au moins appris ça. Mais quand vous me dites... Et en plus, là où on a beaucoup progressé dans ce type de technique de production, c'est qu'on économise de l'eau. Pour faire 1 kilo de tomates au Maroc ou en Espagne, dans des systèmes habituels, il faut à peu près 100 litres d'eau. En France, il n'en faut que 15. D'accord. Ce productivisme carbone, vous êtes beaucoup plus coûteux qu'une tomate marocaine qui n'est pas faite sous serre. C'est-à-dire que le système sous serre, il faut le rappeler, ça consomme beaucoup d'énergie et donc en termes de développement durable, c'est moins intéressant. Comment on calibre sa saison? Si on produit effectivement quand il fait très froid, moi j'ai 2 serres, il y en a une qui est moins productive que l'autre. Je commence plus tard. Voilà. D'ailleurs, comment on fait sur les marchés pour savoir que la tomate ou... c'est pas écrit que c'est sous serre ou pas. Il n'y a pas du tout de calcul de coût carbone. Un jour, ça deviendra obligatoire. Et là, on verra bien la différence entre les systèmes qui dépensent beaucoup d'énergie et les autres. Il n'y a pas de traçabilité sur les fruits. Une tomate française, elle pousse hors serre. Hors sol. Ah non, elles sont complètement hors sol. Pas forcément. Dans une serre, oui. D'accord, oui. Non, pas forcément. Vous avez de la serre en France. Oui, 80% des volumes. Du hors-sol en France. On s'en réjouit. Alors, est-ce que ces conditions de production que vous déplorez en Espagne et au Portugal, est-ce que c'est propre à ces 2 pays? Est-ce que si j'achète des produits qui viennent d'Italie, j'ai aucun souci, ou des produits qui viennent d'Allemagne, là, il n'y a aucun souci, la qualité est bonne, et c'est pas parce que cette tomate vient d'Italie qu'elle serait moins bonne qu'une tomate française? Tous les pays du bassin méditerranéen produisent du légume et du fruit en intensif, en production, avec de la chimie et des engrais. Mais il y a aussi des bio au Maroc, il y a des bio partout. Ce qu'il faudrait, c'est une meilleure traçabilité et une vraie information du consommateur sur la qualité d'origine des produits, de façon à ce que lorsqu'on paye un peu plus cher, on sache, parce que les Français sont prêts à payer plus cher. Alors oui, alors justement, sont sûrs d'avoir quelque chose de vous avez vu valable. le chiffre, une famille avec 2 enfants, s'il veut faire 5 fruits et légumes par jour, budget 150 €. C'est 15% du SMIC. Ça a été calculé avec le prix qui a été arrêté par Famille Rurale. Voilà. Les produits ont des prix qui fluctuent. Si on faisait la même étude là aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on trouverait le même résultat. Vos fraises françaises très bonnes et délicieuses et bonnes pour la santé, elles sont réservées, pardonnez-moi, aux riches. Là, les gens qui ont peu de moyens, ils se rabattent sur les fraises cancérigènes. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'on peut... Alors, c'est un débat philosophique, culturel et sociologique national.
est-ce qu'on peut considérer enfin dans ce pays que le plus important dans le budget familial, c'est l'alimentation? Et on verra après ce qu'on aura dépensé pour se nourrir de façon saine et équilibrée, préservant les environnements, notre santé et notre économie, ce qui reste pour s'acheter un écran plat, un deuxième portable. Je ne parle pas du loyer, qui sont des choses, mais je pense qu'il y a des tas de dépenses qui sont aléatoires, qui sont considérées comme prioritaires par les foyers français, qui devraient passer au second plan. Et on devrait, vous savez combien... Donc chez Périgord-Légas, on a des fraises françaises avant d'avoir un téléphone portable. Oui, le budget alimentaire des foyers français était de 21,9% en 1970. Il est à 11 et on annonce bientôt à 9%. Il faut inverser cette tendance. Rien n'est plus important que le budget alimentaire. Le reste est aléatoire. Pascal Ebel, vous confirmez le budget, ce que les Français consacrent pour se nourrir, ça baisse et ça continue de baisser? C'est pas en train de remonter? Mais c'est dans tous les pays qui sont développés, parce qu'en fait, le pouvoir d'achat, on a beau dire ce qu'on veut, globalement, il augmente. Donc en fait, la part de l'alimentaire baisse partout. Et simplement, c'est pas pour ça que les budgets en euros constants, par habitant, ils continuent à croître tous les ans. Est-ce qu'il y a 30 ans, quand on vous servait des fraises, elles étaient françaises, plus chères proportionnellement, et aujourd'hui, elles sont espagnoles, moins chères proportionnellement? Bien sûr, les prix ont très fortement diminué. Ce qui se passe, c'est que ça a fortement diminué entre les années 60 et les années 2000. Et depuis le début des années 2000, je peux vous dire que le prix des fruits et légumes, ce sont les prix qui augmentent le plus par rapport à tous les autres produits alimentaires. C'est vrai qu'il y a une inflation quand ils sont made in France. Non, globalement, sur ce que les gens consomment aujourd'hui, il y a un prix qui augmente. Tout dépend quand même des catégories socio-professionnelles. Il y a des gens, effectivement, pour qui l'alimentation, c'est peu dans le budget, d'autres pour qui c'est extrêmement important. Je voudrais quand même pas qu'on parle trop des fraises françaises et des produits français, comme si vraiment, de façon, mais angélique, il y avait que des bons produits en France et les autres étaient mauvais. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait ça, quand même. Tout n'est pas sain en France, tout n'est pas bon. La fraise française n'a pas à s'opposer à la fraise espagnole ou italienne. Enfin, ça serait bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas que des produits de qualité ici, et loin s'en faut. On est quand même les champions en France de la consommation de produits chimiques, pesticides, insecticides, fongicides et le reste. Donc si ça va pas sur nos fruits et légumes, ça va où? Et ça s'est dégradé du fait du productivisme, ce qui fait qu'en proportion, on les paye peut-être moins cher, mais c'est de moins bonne qualité et plus dangereux. Exactement. Et en plus, on va sélectionner, on est la plupart du temps en libre service dans la grande distribution, donc on va sélectionner des fruits et légumes qui peuvent accepter d'être manipulés, ne pas subir effectivement l'impact des gens qui touchent, et donc finalement, on a des produits de moins bonne qualité, bien évidemment. On va les choisir pour d'autres raisons. Tu as raison. Alors, mais de ce chose, c'est le pays et la France, c'est le pays où on fait le plus d'efforts. Il y a encore beaucoup trop d'agriculture chimique, mais on fait beaucoup d'efforts en France. Angélique Delahaye, est-ce que la grande distribution, avec ses méthodes, ses critères, il faut manipuler, il faut des prix bas, est-ce qu'elle a, je sais pas, changé l'agriculture française? En tous les cas, elle a demandé depuis un certain nombre d'années des produits qui tiennent mieux en rayon, qui sont plus fermes, qui nous amènent quelquefois à accueillir en sous-maturité pour que, arrivé dans la chaîne de distribution et aux consommateurs, le produit soit encore acceptable. Pendant des années, on nous a fait faire des tomates qui ressemblaient bientôt plus à un navet qu'à une tomate. Et les producteurs français, un jour, se sont dit que ça suffit, les consommateurs, c'est pas ce qu'ils veulent, et ils ont créé de nouvelles variétés, où ils ont repris des variétés anciennes qu'ils ont remis au goût du jour. Et aujourd'hui, allez dans un rayon, vous allez voir la segmentation de la tomate. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaies. Parce que moi, j'ai vu des rayons. Alors, il y a comment encore on fait pour choisir? Allez, vous, je vais faire vos courses. Moi, j'ai des tomates, je ne sais pas les choisir. Lesquels il faut prendre? Lesquels prendriez-vous? Est-ce qu'il faut prendre forcément les plus chers? Comment faites-vous pour choisir des bonnes tomates? D'abord, et où est-ce qu'il faut aller? Vous en trouvez partout des bonnes tomates. Il y a... France, Espagne, est-ce qu'il faut celles qui ont la tige verte, celles qui sentent bon, celles qui sont fermes? Par dire qu'on ne peut pas en manger. Non, qu'on mange. Madame, je suis étonné que vous n'ayez pas sursauté en disant mais les tomates, on n'en mange que à la saison de la tomate. C'est tellement évident pour moi. D'accord, c'est tellement évident. Alors d'abord, on achète des tomates en saison, c'est-à-dire quand il fait beau. À partir de mai-juin jusqu'à septembre-octobre, ça peut aller plus loin. Oui. Toutes les autres tomates, c'est des fausses tomates. On a triché pour les obtenir. Elles sont soit hors de prix parce qu'elles viennent de très loin, il y a de très bonnes tomates étrangères mais très chères, ou alors elles ont été produites dans des conditions qui sont artificielles. Donc d'abord la saison, et ensuite une tomate, et bien je suis désolé, on en achète un petit peu, on la goûte, on n'achète pas tout de suite 10 kilos, et on goûte le produit comme un goûte un vin, comme on essaye une paire de chaussures, voilà, ça se voit. Alors, le prix évidemment des tomates à 1,95 € le kilo, on aura moins de chances de trouver de la tomate qu'à
du goût que si on accepte de mettre 2, 3, 4, 5. Vous avez des tomates aujourd'hui qui sont, mais je suis effrayé, 9, 8, 10, 12 euros le kilo, les noirs de Crimée qui sont excellents. Il y a de tout, mais on peut aujourd'hui trouver en saison, dans des régions, des tomates de bonne qualité. Ce que vous dites sur les saisons, alors ça vaut pour tous les fruits. Par exemple, il faut la pomme, là, ça va être en septembre. Donc il ne faut pas manger de pomme en ce moment. La poire, il ne faut pas la manger en ce moment. Elle est soit... Alors vous avez des fruits qui ont été mis un petit peu au froid, un petit peu au dur. Il y en a qui viennent... Aujourd'hui, vous avez de la pomme et de la poire argentine. Parce que l'été, comme il ne faut pas arrêter de consommer de la poire et de la pomme, elle vient d'Argentine. Vous en imaginez le coût carbone? Eh bien non, la pomme c'est octobre. Du coût carbone, est-ce qu'une pomme qui traverse l'Atlantique, il faut qu'elle soit résistante? Vous disiez tout à l'heure qu'elle puisse résister aux manipulations, ce qui fait que peut-être que le critère gustatif, ou peut-être que les produits qu'on a mis pour qu'elle soit résistante, font qu'elle est impropre, enfin un peu dangereuse. Elle est moins bien que celle qui a fait 150 km depuis le Val-de-Loire, ou depuis la vallée du Rhône, que celle qui a fait 3 4 000 km depuis l'Argentine dans un camion frigo. Pourquoi elles font plus 30% les pommes d'ailleurs si elles viennent d'Argentine? C'est la mauvaise météo en Argentine? Parce que les marges sont plus importantes, tout simplement. Ah, donc il n'y a pas qu'une question de météo. Il y a un rattrapage de la grande distribution, bien sûr. Mais justement, on parle beaucoup de grande distribution. J'ai envie de dire, on peut aussi consommer de bonnes tomates par des circuits courts, en achetant directement aux producteurs ou au travers d'AMAP ou d'autres organisations qui font que les consommateurs... coopérative. Non, c'est une association de maintien pour l'agriculture paysanne où des consommateurs s'organisent pour acheter directement. C'est une ferme qui ne produit que pour un nombre de en tout cas, pour répondre à vous en 2 mots, la grande distribution est quand même le fossoyeur de notre agriculture. Alors, est-ce que on dit qu'il faut acheter du bio? Plus, c'est 70% plus cher. Est-ce que c'est pas un truc de... Non, parce que vos coopératives, vos AMAP, là, ça me fait penser un peu à un truc de bobo parisien. Alors, oui, du bio acheté dans les AMAP, est-ce que c'est pas un truc de gens qui sont là en 4x4, immatriculés 75? Oui, oui, mais sauf que les AMAP sont nés en province, sur le territoire profond, en France, et qu'elles sont arrivées ensuite en région parisienne. C'est vraiment quelque chose de proximité, justement. C'est des consommateurs qui sont proches d'un producteur. C'est pas du tout un truc de parisien. Le circuit court, Christian Jacquiot, moi j'en fais, je vends à un magasin. C'est un circuit court, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le magasin. Une foule d'organisations de circuits courts. Oui, mais il faut effectivement clarifier ce qu'est un circuit court dans la tête du consommateur. Par opposition à la grande distribution, c'est ce que je mais veux dire. Le magasin que je livre, il fait partie d'une enseigne intégrée de grande distribution. C'est un circuit court. Je pense qu'il y a philosophiquement des choses très différentes derrière le circuit court. C'est la consommation proche du lieu de production. Voilà. Bon, c'est vrai que non, mais ça a beaucoup de succès à Paris là quand les agriculteurs viennent vendre leurs fruits. Mais c'est du romantisme ou Non, tout est bien, c'est l'avenir. On sera obligé d'y aller. À un moment donné, il y aura un problème. On n'aura pas la possibilité de nourrir tout le monde en surproduisant partout sur la planète. Cette planète, elle a des limites. C'est une maison qui a 12 pièces, elle n'en a pas 13. Il va y avoir un problème de démographie, de surpopulation. Il faudra à un moment donné qu'on se convainque qu'on devra se nourrir de ce que nous produisons sur place dans un système de distribution et d'alimentation court. Donc la pomme qui vient d'Argentine, ça sera fini C'est fini. Bon, c'est fini. Et si elle continue, on fait du mal à la planète et on se fait du mal à nous parce qu'elle est infiniment traitée. Vous m'avez pas répondu sur le bio. Vous achetez du bio 70% plus cher? Non, mais il y a très peu de gens qui en consomment. C'est 0,5% du marché, donc ça va jamais croître. Ça peut pas nourrir. Enfin, ça peut pas nourrir tout le monde. Alors, FAO dit que si les terres en friche étaient mises en culture, on pourrait nourrir l'humanité. C'est la FAO qui le dit, c'est pas moi. Si 30% des terres en friche sur la terre étaient remises en culture, on pourrait nourrir l'humanité en bio, madame. Je suis désolé de vous contredire, vous avez l'air très... Les rendements sont 2 fois ou 3 fois plus. Mais tant mieux, ça donne de la main-d'œuvre. En plus, ça résout ça. Il faut la mettre, la main-d'œuvre. Mais très bien. Parce qu'on n'a plus de produits pour désherber, on ne trouve pas quelqu'un qui veut venir désherber avec une binette. Eh bien, à un moment donné, il faudra trouver une solution. Alors, je vous invite à venir désherber à la binette chez nous. Du coup, vous me tendez la perche. Il faut que le consommateur accepte de payer la rémunération. Pascal Ebel, si les fruits et légumes sont plus chers en France, c'est peut-être parce qu'ils sont de meilleure qualité, mais est-ce que c'est pas aussi tout simplement parce que nous payons les charges sociales françaises qui sont plus importantes que les charges sociales portugaises ou espagnoles? Ah, ça, je suis pas certaine qu'il y ait plus de main-d'œuvre dans. Pour cueillir des fraises? Oui, sans doute, mais je pense pas que ce soit. C'est pas que ça qui est. Je pense que ça a augmenté dans les autres pays. Hein. Quand je dis que ça a augmenté en France, ça a augmenté partout. C'est mais c'est pas grave. Les surfaces de fraises françaises qui ont disparu sur le territoire français, on les retrouve à l'identique de l'autre côté du Rhin, quand même. Bien sûr. Alors, donc, les Allemands ont bien un avantage concurrentiel important vis-à-vis des producteurs français. Ils ont une main-d'œuvre dérisoire, qui est payée à des prix dérisoires. Bien sûr. Alors, est-ce que, quand on achète des fraises françaises par rapport aux fraises allemandes, la différence de prix, c'est les cotisations sociales? C'est le coût de la manœuvre. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Pas de SMIC. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne et il n'y a pas de charge sociale. Donc ils emploient des Roumains payés 3 € de l'heure pour ramasser les fraises. Des Biélorusses et compagnie. C'est un modèle, tout à fait. Ah, mais je suis d'accord, mais moi je veux bien que toute l'Europe paye le même salaire et les mêmes charges. On dit l'Allemagne, et alors là, le meilleur gagne. Voilà.
c'est Mais alors, tout, donc, Christian Jacquiot, on peut trouver ça, mais du point de vue du consommateur, s'il achète des fraises en Allemagne, elles sont bonnes, sauf que comme il n'y a pas de sécurité sociale à payer, elles sont moins chères. Oui, sauf qu'on n'est pas tout à fait que des consommateurs, on est aussi des citoyens, effectivement, qui subissons à un moment donné la pression de ce modèle et qui nous renvoie à une remise en cause de tout, des services publics, de la santé pour tous, de l'école pour tous, etc. À force de ne plus vouloir cotiser, de ne plus payer d'impôts par rapport à ce que l'on produit, eh bien on a cette remise en cause et à un moment donné, effectivement, tout va à la trappe. Alors, les Allemands payent pas de sécu, les Espagnols, eux, mettent des pesticides. Il n'y a que les Français, cocorico. Le problème, c'est qu'elles sont trop chères et qu'on les vend plus, nos fraises. Non, mais je crois qu'il y a un problème quand même qui est qu'on le soutient moins. C'est-à-dire que c'est une agriculture, une culture qui est beaucoup moins soutenue que les céréales et qu'au global, en fait, on n'arrive pas à faire consommer plus alors qu'en termes de santé publique, c'est essentiel de consommer des fruits et légumes. C'est le secteur qui a le moins d'argent, où il y a le moins d'argent injecté par les politiques. 80% des aides européennes de l'Union européenne, de la PAC, vont à 20% des agriculteurs les Français les plus riches, c'est-à-dire les gros céréaliers du Nord-Est, qui évidemment roulent en Mercedes. Et la petite agriculture paysanne, elle a peanuts. Allez, les maraîchers ont rien. Voilà. Votre proposition, Angélique Delahaye, et après on va mettre les fruits et légumes sur ordonnance. Voilà, remboursé par la Sécu. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour la Sécu. C'est pas stupide. Il y a quand même très vite. Il y aurait moins de malades, Axel. Il y aurait moins de malades. Une solution quand même très simple, c'est de faire payer à ceux qui utilisent la chimie effectivement des cotisations très lourdes, et puis au contraire de soulager ceux qui font une production de qualité, comme la bio par exemple. Alors aujourd'hui, les bio doivent payer pour être certifiés, et ceux qui utilisent les pires produits chimiques ne sont pas effectivement. Alors, s'il y a le prix des fruits et légumes augmente, en revanche, il y a le prix des œufs cet été qui s'est effondré. Alors attention, pas dans les rayons, le prix des œufs s'est effondré pour les producteurs, en cause une surproduction qui a fait chuter les prix, au point qu'en Bretagne, les producteurs désormais vendent à perte leurs œufs et du coup multiplient les opérations coup de poing. C'est un sujet de François-Xavier Rigaud. Le calme est revenu provisoirement, comme je disais tout de suite, le thermomètre c'est la cotation des œufs. Début septembre, la rentrée pourrait être très très chaude. Opération coup de poing. Il y a quelques jours, un collectif d'éleveurs bretons a détruit près de 400 000 œufs. Objectif, attirer l'attention du gouvernement sur leur situation actuelle. C'est un cri de colère, c'est un cri pour que le prix revienne. On va dire qu'il nous manque la moitié pour être au prix de revient. En cause, une surproduction. Les éleveurs français produisent aujourd'hui entre 5 et 10% d'œufs en trop. Une surproduction due aux nouvelles conditions de vie des poules imposées par l'Union européenne. On nous a demandé de mettre plus de surface disponible par poule. Aujourd'hui, une poule peut se déplacer sur plus de 4 mètres carrés. Et à l'intérieur de ces cages-là, on les a aménagées avec des systèmes de perchoirs et aussi avec des nids. Moi, personnellement, ça m'a coûté 2 millions d'euros. Ces travaux de modernisation, très coûteux, ont permis d'augmenter la capacité de production de la filière avicole. L'offre est aujourd'hui supérieure à la demande. Résultat, le cours de l'œuf chute. Les producteurs accusent la grande distribution de profiter de la situation pour baisser encore le prix d'achat. Nous avons des volumes contractualisés avec des prix bien définis, sauf que cette grande distribution, elle, n'hésite pas à venir demander des avenants à ces contrats-là pour baisser les tarifs. Et si on ne répond pas favorablement à leurs demandes, eh bien ils nous sortent de leur magasin. Chaque jour en France, plus de 2 millions d'œufs sont produits en trop. Un chiffre qui atteint les 12 millions dans l'Union européenne. Aujourd'hui, les producteurs vendent à perte. Pour 100 œufs comme celui-là, le prix de revient est de à peu près 7 € les 100 œufs. Et aujourd'hui, on les vend aux environs de 5 € les 100. Donc ça fait un manque à gagner important. Surtout pour un élevage comme le mien, on chiffre à peu près 2 000 € journaliers. Ça fait peur. Entendre et voir, je pense que ça n'a jamais été aussi loin. Aujourd'hui, pour ce producteur, le prix de revient d'une douzaine d'œufs est donc de 60 centimes d'euros. Dans les supermarchés, elle coûte en moyenne 3,50 €. Yves Touzé produit chaque jour 180 000 œufs. Les aménagements imposés par l'Union européenne lui ont coûté 4 millions d'euros. En ce moment, il peine à rembourser son emprunt. Nous avons le couteau sous la gorge. Aujourd'hui, les banques nous appellent, les ouvertures de crédit sont consommées. Il faut trouver des solutions rapides maintenant. Des représentants de la filière avicole ont été reçus mardi par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Peu de propositions concrètes, si ce n'est la mise en place d'un guichet unique
pour recevoir les agriculteurs qui rencontrent actuellement des difficultés financières. L'objectif qu'on s'est donné, ça sera de traiter tous les cas individuels et le comité de suivi avec le guichet unique va se mettre en place dès demain et chacun pourra, à partir de là, prendre contact immédiatement pour qu'on règle les problèmes de ceux qui ont les plus grandes difficultés aujourd'hui. Mardi, la Commission européenne à l'agriculture a exclu toute intervention sur le marché de l'œuf. Selon elle, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'un processus d'ajustement du marché. Alors, question Internet. Ce qu'on veut, c'est que les producteurs vendent cher et que le consommateur n'achète pas cher, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le contraire. On voit la douzaine d'œufs est vendue 4 € et le producteur, lui, il les vend 60 centimes. D'ailleurs, je vois un document absolument hallucinant. Je vois des camps de concentration à poules. Et je sais qu'il y a 2 millions, c'est des camps de concentration à poules, c'est une poule épendante. Axel, une poule n'est pas faite pour vivre comme ça. Elle est faite pour vivre sur le sol, picorer de l'herbe, un peu de grain. Mais c'est une bonne nouvelle. Il y a 2 200 000 œufs en trop en France et 12 millions de trop en Europe. Eh bien, on en fait un petit peu moins, ça augmente un petit peu le prix. Donc la poule est heureuse, le paysan est heureux et on mange des bons œufs. Que de surproduire des œufs dégueulasses, veut dire produits en usine, c'est des usines à poules, ça. Et on régule le marché, ce que vient de dire la conclusion de votre reportage. Sauf qu'aujourd'hui, on régule le marché. Tous les œufs en Europe sont produits de cette façon. Ah non, eh ben, non, 80% seulement, fort heureusement. Pardon, 80% c'est énorme. Eh ben 20% c'est énorme aussi. Oui, c'est énorme. 80% des œufs en Europe sont produits comme ça. C'est un modèle d'ailleurs qui ne fonctionne pas, qui est en faillite, qui ne rémunère même pas les paysans, on le voit dans votre reportage. Vous vous rendez compte que c'est le format A4 pour chaque poule, l'équivalent du format A4 par poule. Parce que c'est A4, c'est pas grand chose. L'Union européenne a augmenté. Un petit poil de plus, c'est pas grand-chose. Donc ça n'a pas de sens, véritablement. Et pendant ce moment-là, on met la terre en jachère partout en France. C'est honteux. Complètement débilisant. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que c'est du fait parce qu'elle a plus d'espace, la poule, qu'elle pond plus, non? Pas du tout. Non. Bon, c'est une des théories. Comme ils ont augmenté l'espace, on peut dire que ça incite effectivement, ben là, elle est un peu plus heureuse, donc elle pond un peu mieux. Il y a une autre raison, Perico, c'est que effectivement, on a demandé à ces entreprises donc de production d'œufs et de poules de se mettre aux normes européennes, et ils en ont profité pour augmenter leur surface de 30 à 50%. Et maintenant, ils sont en surproduction. Il y a quand même un chiffre. Bon, au-delà de la poule, moi, je pense aussi aux éleveurs. On les entend dans le reportage. Ça leur coûte. Ils vendent, mais ils le vendent 60 centimes la douzaine, et dans les grandes surfaces, ces 12 œufs sont vendus 4 €. Je veux bien qu'il y ait des intermédiaires, mais on a toujours du mal en tant que consommateur à se dire mais qu'est-ce que c'est que ces 3,40 € d'intermédiaires? Eh ben c'est la grande distribution, c'est les enseignes qui se mettent dans la poche. Et pourtant, les grandes distributions, on ne peut pas dire que ce soit un secteur où il n'y a pas de concurrence. Il y en a partout dans la grande distribution. Mais ils se mettent d'accord. Elle est apparente. Oh, et c'est pas un oligopole quand même. Si. C'est le parfait oligopole. Tout à fait, parfait donc oligopole. si nous payons cher en France, c'est à cause de la grande distribution. C'est pas un peu court comme explication? Il y a des marges extrêmement importantes. Bah, écoutez, comparez les prix à la production, et voyez les paysans qui sont dans votre reportage, comparez les prix à la consommation, et voyons la différence. Il n'y a personne entre les deux. Il y a des producteurs, il y a des consommateurs, et au milieu, il y a une grande distribution. Cela dit, sur les marchés, c'est plus cher. Oui, Angélique Delahaye. Je crois qu'il faut quand même mettre un peu d'information derrière tout ça. L'œuf, il part de chez le producteur, il arrive dans le rayon du supermarché. Il y a quand même des gens qu'il faut rémunérer entre-temps. Le camion, il faut lui mettre le gasoil pour qu'il amène les œufs à la ville. Non, mais je dis pas que c'est... On peut pas dire c'est tant à la production, c'est tant pour le consommateur, et entre-temps, il y a quelqu'un qui se met de la marge. Il y a de la casse, il y a... Attendez. Non, on est très précis. Laissez Angélique Delahaye. Il y a de la casse, il y a des gens qui font du boulot, des préparateurs de commandes. Enfin, le coût de la main-d'œuvre, il est le même en production que chez les intermédiaires. Et donc si on met son nez dedans, on le comprend en fait, cet écart. Oui, alors, qui est le même chez les fruits et légumes, je crois. Je pense que tout ne s'explique pas. Il y a plus de marge chez certains acteurs des filières que chez les producteurs. C'est vrai. Mais on ne peut pas tout réduire à la simple expression tant pour le producteur, tant pour le consommateur, moins tant pour le producteur, ça fait la marge du reste. Non, il y a des coûts. Je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites, parce que en fait, les œufs là sont emballés sur le type de production chez le producteur, et c'est conditionné là immédiatement, là où l'œuf est pondu. Il fait tout. Il n'y a plus qu'à transporter, c'est fini. Après, ça va dans une centrale d'achat. Les centrales d'achat redistribuent dans des magasins. C'est qui? C'est la grande distribution. Vous avez l'air mal informé. Installé en Suisse. Il y a quand même des salariés. Pascal Ebel, défendez un peu la grande distribution. Oui, il y a quand même tout un tas de gens je sais, un des recruteurs les plus importants de la grande distribution. Alors là, c'est très connu. Ils ont des salaires mirobolants dans la grande distribution. Et en plus, le secteur de la grande distribution alimentaire française est celle qui fait le moins de marge de toute la grande distribution des autres pays. Donc, je suis quand même halluciné par quand on compare
réellement la marge de la grande distribution française par rapport à la grande distribution Permettez-moi, mais je anglaise. suis quand même halluciné d'entendre une représentante du monde agricole nous dire que finalement le boulot de celui qui produit des œufs, c'est pas grand-chose, mais que la grande distribution doit être rémunérée largement pour le travail qui est fait. Ne me C'est ce que faites vous pas me dites. dire, Monsieur Jacquiot, ce que je n'ai pas dit. Voilà, merci Ce qu'on Pierre. se dit, Christian Jacquiot, Je dis qu'il c'est y a que des si- marges qui sont prises un peu partout. Certes, elles sont plus importantes chez certains acteurs que chez d'autres, mais on ne peut pas réduire la discussion Pourquoi au... vous dites certains acteurs? Dites grands distributeurs. Non mais Perico Légas, pardon. Mais pourquoi alors Vous parlez des grands distributeurs, mais en matière de fruits et légumes, il n'y a pas que les grossistes. Donc personne ne parle. Personne ne parle des grossistes, C'est la les même grossistes, chose. la marge est importante. Donc il y a des gens qui sont plus visibles que d'autres et on tape dessus. Et c'est plus facile. Moi, j'ai été la première à le faire. Je ne m'en cache pas. Mais il y en a d'autres. Et je crois qu'il faut parler de tous les acteurs de la même façon. Autre paradoxe, on voit que l'Union européenne demande à ce que les poules soient mieux traitées, que les éleveurs font des investissements, donc tout est vertueux là-dedans. Le résultat, c'est que les producteurs ne peuvent plus vivre de leur travail. Et sans doute qu'ils ont Et ça, est-ce que trop c'est pas les un paradoxe quand même de l'agriculture? C'est quand la récolte est bonne, quand la production est bonne, eh bien c'est une catastrophe pour votre porte-monnaie. C'est parce que le marché des œufs qui faisait que baisser s'est mis à augmenter avec la crise. Ça fait 5 ans que les Français mangent de plus en plus d'œufs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu aller sur ce marché. Donc on a augmenté les surfaces. Donc il y a de la surproduction parce qu'il y a trop de poules en fait. Donc à un moment donné, il faut que le marché se régule. Et en même temps, une mauvaise surproduction, puisque quand on regarde, l'Allemagne importe des œufs, et nous, des œufs bio, et nous, on n'a pas les moyens de vendre aux Allemands. Un œuf sur 4 consommé bio en Allemagne est importé. On importe du lait maintenant d'Allemagne également? Également, bien sûr. Oui. Alors pourquoi on n'est plus capable, nous en France, de traire nos vaches? Là encore, c'est la même chose. On importe quand même 40% des volailles que nous consommons en France. C'est assez hallucinant. 40% des volailles consommées en France sont importées. Alors, sauf qu'on dit qu'en Allemagne, les agriculteurs sont plus efficaces parce qu'ils ont fait des grandes fermes, alors que nous avons encore des petites fermes où forcément les coûts fixes sont plus importants. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'orienter? Je crois qu'à Amiens, il y a le projet d'avoir une grande étable avec 1000 vaches. Est-ce que c'est pas ça la solution pour récupérer du lait made in France? C'est même plus le cas, puisqu'à Amiens, en fait, on va effectivement installer, enfin, il y a un projet d'installation d'une ferme de 1000 vaches, où le lait ou la viande ne sera plus qu'un sous-produit, puisque l'idée, c'est avant tout de faire du méthane avec les déjections des animaux. C'est ça, en fait. Avec la bouse de vache, on va faire du méthane, c'est un méthanier, en fait, et la viande sera un sous-produit, et le lait, effectivement. C'est un modèle. Ça existe déjà en fruits et légumes en Belgique et en Hollande, où la tomate et le concombre sont un sous-produit de la production d'électricité. Bon, Perico Légas, c'est vers ça qu'il faut aller? Ben évidemment pas, mais sauf que évidemment qu'on y va parce que ça incite toute la surproduction à générer des profits énormes avec des coûts de production minimum. Mais c'est pas le même lait. On est dans le même débat qu'avec les fruits. Pourquoi c'est pas le même lait? Ben c'est pas le même lait. Je veux dire, avec quoi seront nourries ces vaches? Ce sont des usines à vaches. Elles sont dans des étapes. Elles ne bougent pas les vaches, elles vont pas à quasiment pas, et puis elles seront nourries avec. Là, elles ne bougeront pas du tout, elles sortiront pas du tout. Comme les poulets que vous avez. Voilà, ce sont des vaches de batterie. Pas, fait du moins bon lait? Ah ben évidemment, elles ne mangent pas de l'herbe, elles mangent une espèce de nutriments, c'est pas trop de quoi, d'ailleurs, qui vient des États-Unis, OGM et tout ce qu'on veut. De toute façon, il paraît qu'on boit trop de lait, non? On boit trop de mauvais lait. Non, mais c'est vrai. Non, mais on mange trop de tout. On mange trop de tout, tout le temps. C'est le fruit et légumes, alors là. C'est sûr, mais bon, il faudrait peut-être restreindre retrouver une alimentation plus cohérente, plus proportionnée à nos besoins, et pas. Vous savez, on est soumis tout le temps au matraquage de la publicité, consommer, voilà. Ce sont des ordres, des injonctions. Alors, pour faire baisser les prix, je l'ai lu, ça m'a quand même, en préparant cette émission, il y a le cas de la langoustine qu'on pêche en Écosse et qu'on va décortiquer à Thaïlande. Et après, on la réexpédie en Europe. Donc la langoustine dans notre assiette, elle a fait la moitié du tour de la Terre, 27 000 km. Alors ça, est-ce qu'on marche sur la tête, Perico Légas? Je vous tends la perche. Faut bien mondialiser. Faut bien que la mondialisation fonctionne. Donc c'est tout à fait logique qu'une crevette écossaise ou autre pays ou norvégienne aille se faire décortiquer parce que la main d'œuvre est moins chère. On est toujours sur un coût de production et on la ramène en France. Bonjour le coût carbone et puis bonjour la fraîcheur du produit. Alors qu'on pourrait avoir une langoustine ou une crevette. Et malgré la viande, non, peut-être qu'elle prenne le bateau la langoustine. Oui, c'est congelé, c'est dans des containers. Voilà. Et malgré cela, ça reste moins cher de lui faire 27 000 km. Bien sûr, parce que la main d'œuvre est nettement moins chère, donc ça compense évidemment ce coût de transport qui finalement n'est pas coûteux du tout, ce sont des gros porte-containers, donc ça coûte rien finalement. Et alors là, c'est comme en Allemagne, enfin c'est pire qu'en Allemagne, zéro sécurité sociale, donc là il n'y a pas de charge. Voilà. Et pas de contrôle surtout sur la façon dont c'est décortiqué et les conservateurs qui sont peut-être mis sur la langoustine pour la faire voyager autant de temps dans de telles conditions. En même temps, moi je suis ravi parce que grâce à ça, à Noël, je peux m'offrir une langoustine que je ne m'offrais pas auparavant parce que c'était trop cher. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que votre budget de fin d'année, il peut prendre en considération l'exceptionnalité de l'instant. Vous avez le droit d'avoir une vraie langoustine, parce que ce que vous mangez là, la pauvre langoustine, elle a quand même
extrêmement été transformés, et vous avez le droit de temps en temps de vous offrir, de même vous offrir une paire de chaussures peut-être ou un voyage. On peut peut-être s'offrir des produits d'origine, de belle qualité, européenne. Ce qui est choquant là, c'est que quel est le rôle de l'Union européenne dans cette... la préférence communautaire, elle n'existe plus, et aujourd'hui finalement l'Europe a livré ses marchés à la concurrence internationalisée, qui éradique évidemment nos producteurs, nos artisans, nos pêcheurs, parce qu'on n'a pas parlé de la mer, là, mais les pêcheurs sont dans des conditions catastrophiques, et finalement, avec la bénédiction de Bruxelles, on va chercher des saloperies sur les marchés internationaux. Alors justement, sait-on exactement ce qu'on mange? Attention parce que les étiquettes sont parfois trompeuses, vous allez le voir. Et puis les producteurs savent parfaitement contourner les réglementations. Les autorités sanitaires, malheureusement, sont insuffisantes pour déjouer toutes les arnaques. C'est un sujet d'Alice Malberg et Wan Nguyen Man. Dans la valse des produits alimentaires, il n'est pas simple pour le consommateur de savoir exactement ce qu'il achète. Car si les étiquettes sont soumises à une réglementation très stricte, il existe pourtant des subtilités dans la loi européenne. Il faut distinguer deux types de produits. Les produits bruts, donc par exemple ici un steak de viande de bœuf, pour lequel il est obligatoire, depuis la crise de la vache folle d'ailleurs, d'indiquer l'origine du pays, et c'est mis très clairement sur l'étiquette en face avant, origine France. Et puis après, même si ce sont des produits finalement qui semblent très similaires, hein, il y a finalement assez peu de différence entre ce steak haché et puis ce carpaccio, ça reste de la viande crue, et pourtant, réglementairement, le simple fait de rajouter un petit peu de parmesan et quelques gouttes d'huile d'olive, eh bien ça devient un produit transformé. Et donc de ce fait, vous n'avez pas l'information de l'origine de cette viande, il est simplement indiqué dans la liste des ingrédients, viande bovine. Même chose pour cette habile mention fabriquée en France, qui n'est en aucun cas une information sur la provenance du lait. Si l'Hexagone réclame de la transparence depuis la crise de la viande de cheval, une partie de l'industrie européenne s'y oppose fermement. Elle veut pouvoir continuer à avoir des pratiques qui, à notre sens, mettent en danger la notion même de traçabilité, puisqu'elles ont recours à des sources d'approvisionnement qui sont extrêmement longues, extrêmement compliquées, comme on l'a vu avec les lasagnes, mais qui aussi sont extrêmement variables lorsque des acheteurs, au lieu d'avoir un nombre limité de fournisseurs, vont se comporter en véritable trader, c'est-à-dire en changeant de fournisseur d'un jour sur l'autre en fonction du cours de la matière première sur le marché mondial. Et donc vous comprenez bien que avec ce type de pratique, eh bien, les acheteurs et le commanditeur final, le fabricant, n'est pas en mesure de connaître finalement la qualité, la fiabilité de ses fournisseurs. Et c'est ça qui pose un problème potentiellement du point de vue de la sécurité sanitaire. Quant à la composition, il existe des subtilités marketing, comme les raviolis au jambon cru qui n'en contiennent que 7%, ou ce yaourt aux fraises à base de seulement 5% de fruits. Le packaging est trompeur, mais les industriels sont dans la parfaite légalité. Marc-Alain Vincent est contrôleur à la répression des fraudes. Un stand de ce marché de la Grande Motte attire son attention. Cette commerçante n'est que revendeuse, mais son parasol indique la mention producteur. Alors la problématique c'est que vous affichez une mention de producteur. Bon effectivement les... Non, j'ai pas marqué mention. C'est Ah non, ça m'a prêté un parasol, monsieur. Oui mais nous ça nous attire ça. Ah oui. Non, moi vous voyez, ça nous attire. Ah oui. La commerçante affirme produire ses confitures, mais l'information est difficile à vérifier. Sur le marché, il y a des choses, on ne peut pas tout contrôler et tout vérifier en direct. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est organisé en département et qu'on peut ensuite compléter l'enquête. Pas toujours facile, alors même que les agents de la DGCCRF ont vu leurs effectifs baisser de 16% ces 5 dernières années. Car les fraudes, elles, ne diminuent pas. Allez, bonne journée. Alors des tromperies, on en a régulièrement en cette période estivale justement, sur les produits qui sont vendus sur les marchés et qui sont présentés comme français, sur les marchés ou au bord des routes. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux huiles d'olive. Et là, dès qu'on a une allégation qui vise à faire croire que le produit est français, on va vérifier si c'est vrai. On a d'autres types de fraudes, là, pour des produits un peu plus conditionnés. Je pense à ce qu'on a appelé les faux miels, dans lesquels on va incorporer beaucoup de sucre exogène. On a eu le foie gras, enfin voilà. Dès lors qu'un produit a une certaine valeur, on va aller voir si dans les ingrédients, il n'y a pas de tentative par le professionnel d'utiliser un ingrédient moins noble qui lui revient moins cher. Messieurs, dames, bonjour. La course au bas prix pousserait donc à la faute. Chaque année, les agents effectuent environ 240 000 contrôles sur le territoire.
16% d'entre eux ont donné lieu à des infractions. Alors, question Internet. À qui peut-on faire confiance? La solution est-elle, pour minimiser les risques, d'éviter d'acheter tout produit transformé? C'est vrai qu'on a vu dans le sujet, là, le bœuf, il faut mentionner France, et si c'est du carpaccio, on n'a plus besoin de mentionner l'origine. Suite au scandale des lasagnes Findus, qui était soi-disant au bœuf, qui finalement était au cheval roumain, parce qu'on a eu une fraude à l'étiquetage, le gouvernement français, Stéphane Le Foll en tête, puis Benoît Hamon, ont dit on va exiger de Bruxelles qu'il y ait aujourd'hui la traçabilité sur la viande fraîche, elle est totale. Vous savez de quel veau il est né, à quelle heure et le prénom de la mère, de la vache. Mais sur les produits transformés dans lesquels on met de la viande, ce qu'on appelle les plats cuisinés, les lasagnes, les raviolis, le gouvernement français a demandé à la Commission européenne qu'elle autorise aussi la traçabilité, qu'au moins dans le paquet de lasagnes Findus ou autre, on dise cette viande vient de tel pays. Ensuite au consommateur à faire son choix, à se méfier ou pas. Eh bien la Commission a refusé. Le Parlement français a fait un amendement qui a été déposé. Eh bien, Benoît Hamon, malgré sa promesse du mois de mars, a torpillé cet amendement pour qu'on ne l'applique pas, pour ne pas contrarier Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez que le citoyen consommateur... Un bœuf bourguignon préparé, le bœuf peut venir de Chine, on ne sait plus, puisqu'on indique pas de traçabilité. Et surtout qu'il y a un élément, une dernière info, quand un produit arrive sur le territoire de l'Union européenne ou en France et qu'il subit une modification, ne serait-ce que le réemballage ou le conditionnement, il devient un produit dit une pizza. On voit là, ça m'a fait penser, on voit une pizza là. Il y a quoi, une vingtaine d'éléments dans une pizza. Alors une pizza congelée. Comment imaginer tracer tous les produits qu'il y a dans une pizza? Est-ce que c'est on bouffe Welcome to the World? Moi, j'ai envie de dire, pour répondre quand même à l'internaute, effectivement, à sa question, je crois qu'au départ, les agriculteurs avaient cultivé pour se nourrir, puis pour nourrir leur famille, puis ensuite pour nourrir les villageois dans la proximité, puis ensuite les citadins. Bon, aujourd'hui, c'est glissé entre nous, ceux qui produisent, ceux qui consomment, les gens de l'agroalimentaire, des industriels de l'alimentation et la grande distribution. Donc on a perdu complètement nos racines, nos repères par rapport aux produits du terroir, aux produits de la terre. Je crois qu'il faut revenir effectivement à des produits de proximité véritablement. Il faut qu'on sache où c'est produit, qui produit, comment c'est produit. Il n'y a pas d'autre voie. Est-ce qu'il y a 20 ans, une pizza ou un plat tout préparé, c'était quand même beaucoup plus franco ou européen? Et aujourd'hui, vraiment, on s'est éclaté ces dernières années en termes de mondialisation, de même qu'il y a eu de la mondialisation, je sais pas, pour les télévisions, les téléphones portables, il y a eu la même chose dans l'alimentaire. Ils n'existaient pas. Ces produits n'existaient pas. On faisait la cuisine un peu plus. Les pizzas congelées, ça existait déjà, moi, de mon enfance. Oui, d'accord, mais c'était épisodique. On en prenait de temps en temps. Aujourd'hui, c'est une alimentation régulière. Aujourd'hui, les gens ne font plus la cuisine. On a dit aux citoyens consommateurs, vous consacrez le minimum de temps et le minimum d'argent à votre alimentation. L'industrie agroalimentaire va tout vous préparer. Aujourd'hui, on mange quasiment du prédigéré. Il paraît que sur les pizzas, il y a du fromage de synthèse. Ce n'est même pas. Oui. C'est-à-dire que c'est des produits chimiques à goût fromage. Il y a des produits de synthèse partout. Qu'est-ce que c'est que on a donné le nom de minerai à des pains de viande. Ce sont en fait des restes d'abattoirs qui sont conglomérés. Ça fait une espèce d'aggloméré. Et on fait des plats cuisinés avec ça. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, Haro, sur les plats cuisinés. Aux États-Unis, un tiers des poissons vendus sous emballage, eh bien, le poisson qui est à l'intérieur, c'est pas le poisson qui est écrit sur l'étiquette. Alors ça paraît. Vous achetez, je sais pas moi, du cabillaud et en fait c'est du panga. C'est la même chose chez nous aussi, ça? Certainement, on ne sait plus d'ailleurs ce qu'on achète. On peut l'imaginer en tout cas. Il y a des produits, on ne sait plus les identifier. On achète un matériau, comme disait Perico, c'est un matériau. C'est-à-dire on achète du poisson, les gens mangent du poisson, on mange de la viande. Qu'est-ce qu'ils mangent, quelle viande? On n'en sait rien matériellement. J'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans une bûche de fromage de chèvre de la gélatine. C'est-à-dire qu'on a supprimé la matière grasse du lait de chèvre, remplacé par de la gélatine, de bœuf, de porc, que sais-je. C'est écrit en tout petit sur l'étiquette. Alors pourquoi il n'y a pas plus de contrôle? On a l'impression que les produits, le textile importé est très contrôlé, etc. Les faux sacs à main aux frontières, on les brise. Alors qu'en revanche, là, en matière alimentaire, alors que c'est quand même, pardon, mais on parle de santé, il y a très peu de contrôle. La conséquence quand même de la crise sur la viande qu'on a eue au mois de mars a fait qu'il va y avoir plus de contrôle du côté de la DGCCRF. Ça a quand même débloqué des choses. Et en effet, moins 15% des effectifs au cours des 5 dernières années, la DGCCRF. Mais là, en tous les cas, c'est un des ministères sur lesquels on va diminuer le moins les budgets. Il va y avoir des inspecteurs en plus. Cette administration fondamentale pour la sécurité des citoyens et des consommateurs a été démantelée par le précédent gouvernement. Non seulement une baisse de 6 à 700 fonctionnaires en moins, et surtout alors qu'ils dépendaient directement du ministère, c'est-à-dire une impossibilité quasiment réelle pour les gens qui étaient contrôlés d'intervenir auprès des pouvoirs publics. Là, ça dépend directement du préfet, c'est-à-dire qu'un patron qui est contrôlé par un inspecteur un peu trop pointilleux appelle le préfet et fait tout de suite le chantage à l'emploi. Si ça continue, moi je fais la clé sous la porte. Et on interrompt l'enquête. On a des dizaines de témoignages qui arrivent. Donc tant que la DGCCRF, qui est notre répression des fraudes, que j'appelle pour rire la police de la croûte, ne retrouvera
n'ouvre pas ses pouvoirs, ses effectifs et ses moyens, eh bien, ça sera porte ouverte à la fraude et au contournement des réglementations. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui si on met du panga à la place du cabillaud et qu'on le vend? Très peu de sanctions, en fait. Quelques sanctions financières quand elles sont appliquées. Et encore, donc finalement, ça vaut le coup, j'allais dire, de tricher véritablement. 35 000 € et 6 mois de prison avec sursis. Ça vaut pas le coup de tricher parce que les consommateurs, sur la viande, il y a aujourd'hui la baisse de la consommation de plats préparés, ça fait 4 mois que ça baisse. Donc c'est des conséquences économiques très fortes. Donc très bien. Le gendarme Findus derrière, c'est le n'a-t-il pas consommateur. énormément souffert? Ah, il souffre énormément. Et là, tout le secteur des plats préparés continue de souffrir. Donc les conséquences, elles existent. Donc le consommateur réagit. Donc en général, quand on est une grande marque, on ne prend pas de risque. Je crois que si on achète des produits de marques très connues, qui ont pignon sur rue, il y a peu de risques parce que sinon il y a une sanction qui est on ferme. Les entreprises, les usines ont fermé. Madame, c'est intéressant, ça veut dire que l'affaire Findus du cheval a peut-être été un tournant. Madame, elle réagit parce qu'il y a eu fraude. C'est pas les pouvoirs publics qui ont alerté ou les industriels. Vous savez aujourd'hui comment ça fonctionne? Ça s'appelle le pouvoir du consommateur. Non, d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il faut quand même une fraude constatée. Aujourd'hui, vous savez quel est le système de réglementation européenne? C'est l'autocontrôle. Le système libéral dit aux entreprises, vous vous autocontrôlez avec un service interne qui est là pour contrôler, et vous nous signalez en fin d'année combien de fois vous avez eu de problèmes. Axel, vous imaginez, vous allez en fin d'année à la préfecture, alors j'ai grillé 3 feux rouges et j'ai fait 3 excès de vitesse. Vous vous précipitez pour dénoncer vos excès. En même temps, on n'en meurt pas de manger du cheval ou de manger du cabillaud à la place de... On n'en meurt pas instantanément, c'est sûr. Dans le temps, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a une prolifération des cancers comme il n'y a jamais eu. Parce que ces poissons qui viennent d'Asie, il y a moins de contrôle, ils ont des métaux lourds. Il y a des métaux lourds, il y a des produits chimiques, il y a une foule de choses. Vous savez comment ça se passe? La grande distribution, quelle que soit la marque, dit aux producteurs, je prends l'exemple de Findus, une grande enseigne de grande distribution, Auchan, Carrefour, Leclerc, dit à Findus, je veux une boîte de lasagne au bœuf à la tomate à 4,95. Findus va appeler Comigel, donc à Metz, qui va dire, est-ce que tu peux me donner une boîte à 4,80? Qui va appeler Spanghero, donc Alexandre Dari, je voudrais un truc à 3,60. Spanghero va dire à un trader hollandais, est-ce que tu aurais de la viande à 2,60? Qui va dire à un trader chypriote, il m'en faut à 2,10. Et le trader chypriote, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle les abattoirs roumains, il dit, il me faudrait quelque chose à 1,50 €. Et l'abattoir roumain dit à ses fournisseurs de chevaux ou de bœufs, plus ou moins en contrebande, je voudrais un truc à 90 centimes. Voilà, donc c'est la grande distribution qui, en fixant des prix trop bas, impose à tous les échelons une qualité déplorable. C'est comme ça que ça s'est passé. Angélique Delahaye. Ce que dit Péricos à l'instant a été très bien illustré dans un film qui est une comédie où on a beaucoup ri, qui est La vérité si je mens. Et je pense qu'on devrait la revisualiser parce que c'est exactement libéral ça. grandement distribué. Mais je vais dire quand même, effectivement, si cette tricherie-là, Findus, a été fortement médiatisé, Même et si donc c'est il y aura des Findus qui conséquences. a alerté les autorités. Parce on peut remercier Findus, c'est pas le consommateur. Aucun consommateur ne s'est dit, mais mon Dieu, c'est pas du bœuf, c'est du cheval. C'est Findus qui lui-même, après avoir fait une analyse ADN... C'est un vétérinaire irlandais qui a signalé et Findus a lancé le système d'alarme. Coup de chapeau à Findus. Ah oui, heureusement pour eux d'ailleurs. On ne peut pas imaginer qu'il y ait d'autres enseignes qui cachent la chose. Voilà. Il y a toutes les autres tricheries, effectivement, qui ne sont pas médiatisées, dont on n'entend jamais parler, bien évidemment. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On mange plus rien. Il paraît que même les couverts fabriqués en Chine à la salade peuvent contenir de la mélamine et que c'est dangereux de les laisser dans l'huile. Alors, j'ai lu ça. Les couverts en plastique. Oui, les couverts en plastique. Je pense que malgré les informations qui nous indiquent que le Made in France coûte plus cher, ne crée pas d'emploi, je pense qu'il faudrait peut-être consommer européen. Moi, je suis très européen. Donc restons dans les 27 pays de l'Union européenne qui ont une diversité de production, d'industrie. Vous allez nous fâcher avec les Chinois comme pour l'affaire des panneaux solaires. Non, mais il ne faut pas se fâcher avec les Chinois. Il faut que les Chinois soient soumis à une règle de la concurrence loyale, libre et non faussée. C'est marqué dans la Constitution européenne, ça devrait être marqué, et on ne respecte pas ces valeurs. Donc tant que nous serons démunis, nous, au nom du marché international, on est en train de négocier le libre-échange transatlantique. On va se faire plumer par le marché américain. Donc consommons européen et à l'intérieur de l'Europe, faisons en sorte que la France ait son rôle de grande puissance agricole. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ironie parce qu'on est en train de dire aux Américains qu'on ne veut pas de leur poulet nettoyé au chlore et pendant ce temps-là, on importe du poisson nourri aux antibiotiques et dont personne n'est capable de faire aucun contrôle dans les piscicultures asiatiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Perico, mais néanmoins, n'oublions pas que Findus était quand même une entreprise française, donc Spanghero est français aussi. Donc il ne suffit pas d'acheter des produits français pour qu'ils soient de qualité, il faut aussi des contrôles extrêmement sévères par rapport à ce que l'on produit ici sur notre territoire. Je vais dire les deux. Plus, les deux, bien sûr. Le camembert, on a vu dans le reportage, fabriqué en France, mais le lait, c'est peut-être de la poudre, poudre qui vient de Chine. Ça, c'est une honte. Vous avez deux grandes marques de camembert, qui sont Lanctot et Le Petit, qui appartiennent au groupe Lactalis, vous avez cité. sur lequel il y a marqué fabriqué en Normandie. Ils sont en totale illégalité par rapport à une réglementation européenne de 92 qui dit que, dans la mesure où un vrai camembert est dit camembert de Normandie en appellation d'origine contrôlée au lait cru, le mot régional Normandie ne peut pas être réutilisé par une industrie pour un produit industriel. Donc fabriqué en Normandie, ça ne veut rien dire.
Le lait peut venir d'ailleurs en France ou même d'ailleurs en Europe. Il n'y a aucune garantie, mais le consommateur, voyant le mot fabriqué en Normandie avec la même étiquette depuis toujours, se dit tiens, voilà du vrai camembert normand. Et maintenant, j'ai vu camembert fabriqué en France. C'est comme si sur l'étiquette de Bordeaux, vous aviez marqué vin élaboré à Bordeaux. Mais je m'en fiche qu'il soit élaboré à Bordeaux. Est-ce que c'est avec du raisin qui vient du terroir du Bordelais? Eh bien, pour les camemberts, si c'est pas marqué camembert de Normandie, comté de Franche-Comté, si on n'a pas l'origine géographique, eh bien, ça ne veut rien dire. Mais que fait la police alors? Non mais voilà, donc alors on est obligé de recourir à un tribunal à Rennes pour obliger les industriels Lactalis et Isigny à appliquer la réglementation européenne. Alors, le miel, on rajoute de l'eau et du sucre. Donc, je vous fais réagir. La mozzarella sans lait, l'huile d'olive de Provence, mais en fait on a rajouté de l'huile du frigidaire. Oui. Ouais, donc tout ça, ça existe. Le foie gras sans foie gras. Alors, voilà. Alors, comment on peut savoir que le foie gras qu'on est en train d'acheter, en fait, c'est fait avec des restes, des nerfs, je crois, du foie. Déjà, il y a une notion de prix quand même. Quand on trouve sur Internet du foie gras à 35 € le kilo, on peut se poser des questions. Quand on connaît le prix du foie gras un petit peu sur les marchés en Périgord ou ailleurs, c'est pas possible. Ou bien un foie gras acheté, un foie gras offert, on se méfie aussi? Bah, peut-être un petit peu. Il faut regarder un peu de quoi il s'agit, effectivement. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart du temps, ce sont les nerfs, effectivement, qui ont été enlevés des foies et qui sont broyés, qui sont agglomérés, qui font une espèce de pâté qu'on vend comme du foie gras. Mais c'est souvent la grande distribution qui les vend. Alors on a confiance. On se dit, ce sont des gens sérieux. Ils ne vendraient pas ça si c'était. Il y a une caution un peu. Alors est-ce que la grande distribution est complice dans ces prix-bas? Il y a une caution de la grande distribution. Je crois pas. La grande distribution, elle est passée d'un métier d'épicier qui nous vendait des produits pour nous nourrir à un métier de spéculateur sur notre alimentation. Aujourd'hui, l'idée, c'est de gagner le plus possible, c'est de payer le moins possible en amont et d'avoir le maximum de marge, maximum de différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, la grande distribution, c'est comme les péages d'autoroute. Ces sociétés, on en avait besoin pour construire le réseau autoroutier. Aujourd'hui, ils font des milliards de bénéfices au péage. Là, on donne du cash à des sociétés qui se le mettent dans la poche. La grande distribution inventée par Michel-Édouard Leclerc, c'était une merveilleuse aventure qui permettait à des gens qui n'avaient pas les moyens d'accéder un jour à des produits auxquels ils n'auraient jamais pu accéder. Aujourd'hui, c'est devenu une banque. Tous ces gens-là sont des banquiers. Je pense qu'il faut refaire la cuisine à la maison, refaire de la cuisine en famille, aller acheter des produits le plus possible chaque jour. Et vous les achetez où alors? Il y a encore en France, vous savez, la grande distribution qui, avec la loi Attali, s'est installée dans les cœurs de ville, a éradiqué tout le petit commerce. Il reste encore de notre pays des paysans, des producteurs. Les Chinois, Attali, ping. C'est des constats, cher Axel. Bah, oui. Et voilà, le commerce de proximité avec des produits frais de saison. Déjà, on aurait fait un grand effort pour ceux qui peuvent bien, qui veulent bien le faire. Allez, tout de suite, on passe aux questions Internet et SMS. Pourquoi ne pas vendre en direct à un prix moins élevé que celui de la grande distribution? C'est peut-être parce que c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas quand on parle des intermédiaires tout à l'heure. Angéline Delahaye. Ouais. Bah, c'est vrai qu'aller vendre 3 colis sur un marché, c'est compliqué, quoi. Hein. Je crois que, enfin. Est-ce que c'est pas facile de taper tout le temps sur la grande distrib, hein? Est-ce qu'on n'a pas une vision romantique du petit producteur Moi, je pense qu'il faut de tout partout. Il y a des petites exploitations qui ont vocation à livrer le magasin d'à côté. Il y a des exploitations de taille plus grande qui ont, elles, une vocation un peu plus départementale, voire régionale. Tous les gens n'habitent pas à la campagne. Tous les gens ne sont pas en proximité d'un maraîcher. Donc il faut bien quand même... Vendre les fruits sur Internet, les fruits et légumes, ça a déjà été tenté? Ça marche ou pas? Moi, j'ai essayé sur les drives, là, d'acheter des fruits et légumes en drive. Alors là, je recommence plus. À part le persil et encore. Mais pourquoi? Dites, vous aviez des fruits et légumes. Parce que vous ne les voyez pas, parce qu'on vous donne un produit, c'est pas vous qui avez choisi la maturité, etc. Enfin, moi, je crois pas. Je pense que pour les produits frais, il restera. Ce sont de vrais métiers. Péricos le dit, il faut refaire de la cuisine, mais il y a derrière des gens qui ont des savoir-faire. Découper une viande, être boucher, être charcutier, c'est un métier à part entière. Les AMAP, on ne les voit pas non plus, les produits, mais c'est comme des produits qui sont sains, qui sont de saison, qui sont faits par un paysan qui presse la Parce qu'il y a un savoir-faire derrière. Oui, ce qui n'est pas le cas dans un drive. Eh bien, vive le savoir-faire. Tout à fait. Alors, Christian Jacquiot. Ce qui se passe quand même, pour répondre effectivement à l'internaute, c'est quand même que le monde paysan, c'est quand même extrêmement concentré et spécialisé aussi. Ce qui veut dire qu'avant, les paysans pouvaient venir vendre des lapins, des poules, etc., du cochon, des œufs, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui font que des tomates, il y en a d'autres qui font que des asperges, etc. Et ces gens-là ne peuvent pas venir sur le marché vendre. La diversité n'existe plus. Et en plus, il faut la vitrine réfrigérée obligatoire sur le marché. Pourquoi jeter pour manifester sa colère? C'est vrai que ça peut paraître choquant de voir.
Ça vous a choqué? Ah non, moi je les comprends. Moi Vous je les comprenez? comprends. Non, je les comprends très bien. Ils ne pouvaient pas les donner aux Attendez, c'est pas méchant. Pour moi, C'est pas méchant. Il y a des gens qui se manifestent de façon beaucoup plus dangereuse. Ils prennent la surproduction. Il y a 5 ans, ils étaient allés déverser du lait près du Mont-Saint-Michel. Ces gens-là sont en désespoir. Il y a près de 500 suicides de paysans par an qui sont étranglés, qui sont menés en bateau par les pouvoirs publics, qui sont trompés par leurs syndicats agricoles et qui se trouvent, eux, à payer la facture. Pourquoi ils ne les donnent pas? En tous les cas, moi je pense que c'est choquant, mais c'est compréhensible. Moi, j'ai fait partie des producteurs quand ça n'allait pas. Vous avez jeté vos courgettes? Oui, j'ai été jeter des concombres, oui. Il y a en 2011, quand lors de la crise du concombre. Exactement. Et il n'y avait pas le choix. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution qui doit se faire dans le milieu agricole. Et moi, je crois que c'est aujourd'hui beaucoup plus porteur, quand on a de la colère à manifester, d'organiser des grands banquets où on vient avec nos produits et on les donne. Et ça participe aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aussi, madame, souvent, parce que je veux bien qu'on mette en culture toutes les jachères, mais enfin on ferait déjà bien de jeter un peu moins ce qu'il y a dans nos réfrigérateurs et un peu moins ce qu'il y a dans nos exploitations. Je trouve quand même choquant parce que d'une part, effectivement, il y a des gens qui ont faim dans ce pays. Il faut savoir qu'il y a 1 million d'enfants quand même qui n'ont qu'un seul repas pour survivre en France. Et puis d'autre part, s'il y a surproduction, c'est parce que ces gens ont surproduit quand même. Donc peut-être embarqués effectivement par les pouvoirs publics, leurs syndicats agricoles. Mais enfin, s'il y a trop d'œufs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cru et embelli, n'ont pas arrêté de croître. Et finalement, il y a trop d'œufs aujourd'hui. C'est de leur fait finalement. Hein. C'est quand même. Comment est-il possible de payer 1 kilo de fruits 10 fois plus cher que son prix de revient? Vous confirmez d'abord, c'est de 1 à 10. Hein, le producteur va vendre sa pomme 5 centimes et elle sera vendue 50 centimes. Oui, ça existe. C'est régulier. L'explication, c'est une fois de plus qu'il y en a qui prennent plus de marge que d'autres. Le grossiste et le distributeur. Voilà, le grossiste et le distributeur. Et un peu plus le distributeur que le grossiste. Avec une petite nuance, pardon, pour le grossiste, puisque la grande distribution colle quand même la pression aux grossistes et que si les grossistes prenaient trop, effectivement, ça se saurait très vite quand même. Oui, ceci étant dit, un point de vente, particulièrement dans une enseigne non intégrée, les Leclerc, les Inter, les U, ont toute la possibilité, n'ont pas l'obligation d'aller acheter dans leur centrale d'achat. Et donc à ce moment-là, la centrale d'achat est le concurrent du grossiste. Et donc la marge, elle se fait à ce moment-là. Elle se fait plus dans le point de vente qu'elle ne se fait dans la centrale d'achat. Ça, il y a des chiffres là-dessus. Hein, la banane, c'est pas très cher, pourtant là, ça vient de loin, non? Il y a moins d'intermédiaires? La banane, c'est aussi un produit où il y a beaucoup de fluctuations. Si vous prenez le prix de la banane sur une année, dans un rayon, ça va du simple au triple. Surtout le prix les de coûts de production extrêmement bas, parce que la main-d'œuvre n'est pas payée. C'est l'Afrique. Voilà, c'est en Afrique, c'est les gens qui travaillent à peine pour être la banane française a du mal à tenir. Les légumes d'hiver seront-ils bon marché? Non, sans doute. Il fait trop beau cet été. C'est ce que on disait. Il y a toujours une excuse pour vendre cher. D'abord, tous les légumes de cet hiver ne sont pas encore en production. Voilà. Hein. Alors ceux qui Faites-nous peuvent deux, avoir 3 légumes de saison là pour l'hiver là. L'endive, par exemple, elle se fait encore dans les parcelles sous forme de racines. À ce jour, moi j'en produis 600 tonnes tout l'hiver. Je ne sais pas ce que je vais récolter dans les parcelles. Donc peut-être j'en aurai beaucoup, peut-être j'en aurai pas. Vous remarquez que les gens savent de moins en moins quelles sont les saisons des fruits et légumes? On a une vraie responsabilité de filière de rééduquer le consommateur à la saison des produits. Vous vous souvenez de l'enquête qui est parue au mois de juin? 87% des écoliers entre 8 et 15 ans ne savent pas faire la différence entre une betterave, un chou-fleur, un concombre, ne savent pas qu'il y a du lait dans le yaourt et que le jambon vient d'un cochon. En même temps, alors pourquoi on ne connaît plus les saisons? C'est parce qu'on les voit toute l'année. Des produits toute l'année. Parce qu'on achète des boîtes avec des marques. Parce qu'on nous dit, en tant que producteur, il faut produire toute l'année parce que les clients veulent tout toute l'année. Moi, j'en suis pas convaincue. Le client, quand il est dans un rayon, chez un épicier ou chez un détaillant, il n'a qu'un choix, acheter ou ne pas acheter. Et si ça lui fait envie, parce qu'on achète plus avec les yeux qu'avec le goût, et ben si la tomate elle est belle, et ben ils vont en acheter. Comme il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut quand même séduire. Ici, les gens aiment les ananas, il faut qu'il y en ait. Si les gens aiment les poires, il faut qu'il y en ait. Mais on est en train de perdre quelque chose qui, à mon avis, est primordial en termes d'alimentation et de cuisine, c'est l'envie de ce qui arrive. Le primeur, la première endive, le premier raisin, les premières cerises, tout ça c'est en train de disparaître alors que ça crée une vraie dynamique d'achat. La diversité naturelle de l'année, c'est le meilleur des menus. Il y a une diversité, il y a un choix, il faut attendre chaque saison un produit qui arrive. Et tout ça vient quand même de l'artificialité de la production. Le consumérisme obligatoire, l'hyperconsommation. L'artificialité de la
proposition qui est faite au Tout le consommateur. temps. Parce que le producteur ne produirait pas si on ne l'obligeait pas à amener dans le rayon. Si vous n'êtes pas dans un magasin toute l'année, vous êtes des références. Mais la grande distribution, le référencement, c'est C'est pas à vous vous que je livrez l'apprends tant. ça, monsieur Jacquiot. La grande distribution, c'est vous me livrez tant de tonnes de légumes toute l'année, sinon vous ne travaillez plus avec moi. Et là, vous perdez le marché, je peux vous dire. Mais attendez, parce que je vais poser une question, mais il y a des fruits et légumes. On peut tout produire toute l'année ou bien quand les fruits ne sont pas de saison, on est obligé de les importer? On ne peut pas produire des pommes. C'est plus vrai pour des produits comme les légumes ou la tomate, par exemple, on peut la produire. Si on fait le tour de l'ensemble des régions, parce que la tomate, elle a quand même besoin de lumière pour être produite. Hein. Et vous la produisez l'hiver en Provence, que vous ne pouvez pas la produire dans le Nord. On sait lui en mettre de façon artificielle. Allez, la question suivante. Pourquoi les aviculteurs ont-ils été subventionnés pour investir dans des installations démesurées? Posez la question. Je ne trouve pas qu'ils ont été Subventionnés. sursubventionnés. Enfin, on n'est jamais sursubventionné. Il y a une taxe de 80 millions d'euros, je me souviens. Si c'est pour faire d'un produit de qualité un produit authentique, la subvention elle est légitime. Quand on voit les milliards d'euros qui partent en subvention dans des investissements inutiles en infrastructure ou dans l'économie agroalimentaire, je pense que lorsque c'est pour produire un bon miel, je pense que ça Alors peut justement, vous allez voir la question. Est-il vrai que les agriculteurs français sont les plus grands utilisateurs de pesticides? Eh oui. Oui, c'est vrai. Eh oui. Alors on disait vive le Made in France, attendez. Bah oui, Oui, non, mais mais c'est bien ça. sûr. Vive le bon Made in France. C'est un nouveau langage, et qu'on dit Made in France, c'est très bien, moi je suis pour. Mais à fond, et la proximité le plus possible. Et dans le même temps, on est les plus gros consommateurs de produits chimiques, pesticides, insecticides, fongicides et le reste. Dans le vin. chimiques. Mais ça diminue dans la viticulture. Non, le ça ne vin, diminue non, pas non, ça du diminue, tout. si. Simplement, ce que l'on fait, c'est qu'on concentre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un bidon de 10 litres, on met un bidon de 7 litres. On vous dit on consomme moins. Si vous regardez maintenant le chiffre d'affaires des géants de l'agrochimie, des spécialistes de la chimie, l'environnement, eh bien, qui a fait effectivement, des il y a une progression énorme de Donc la la pomme consommation. française, spécialement française, il faut bien la laver avant de la manger? Ah oui. La peler? Ah bah, il y a Vous avez la oui, pomme bio qui est formidable, vous avez des pommes à culture raisonnée qui sont formidables, et vous avez encore en France des pommes qui sont totalement chimiques. Les Et tout normes aussi. ont changé, et tout on a aussi. baissé la quantité de Dans le bio, il n'y a pas d'arnaque d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous dit que le... Moi, quand je vois la facture aujourd'hui en volume de l'exploitation que je dirige avec mon mari par rapport à ce que faisaient mes beaux-parents, enfin, je veux dire, ça n'a plus aucune commune mesure. C'est-à-dire on en utilise, mais peut-être 100 fois moins. 100 fois moins. Aujourd'hui, quand vous savez que pour protéger certaines cultures, il faut mettre une cuillère à soupe de produit dans 1000 litres d'eau. Qui est concentré. Vous imaginez la puissance du produit? Mais non, mais on a diminué le Allez. On voit C'est bien la fin quand de on cette voit ce qu'on émission. perd en On en production. reparlera. On en reparlera. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h15. On se donne rendez-vous lundi à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bon week-end.